Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes, avec du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique. En vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté, bonjour. Je voudrais d'abord remercier Madame la Présidente du comité scientifique et son équipe pour nous avoir donné l'occasion de participer à ce forum et le plaisir de présider cette séance portant sur la réforme de la formation en santé dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale. Comme le disait un éminent scientifique aujourd'hui, la santé mondiale a acquis un statut politique particulièrement important grâce notamment à 3 programmes dont la sécurité sanitaire. L'insécurité sanitaire ne peut mener qu'à l'arrêt de tout développement, à la régression, voire au chaos. Il nous faut donc préserver la sécurité sanitaire mondiale. Nous le savons, la maladie n'a pas de frontières et les moyens de transport rapides favorisent cette dissémination dans les 4 coins du monde. Mais les risques ne sont pas que les maladies. Les risques, c'est également le changement climatique. Les risques, c'est également des conflits, et j'en passe. Il nous faut donc faire face. Et pour cela, nous avons besoin de ressources humaines de qualité, des ressources humaines compétentes, des ressources humaines actives et réactives, capables de s'adapter à l'évolution sanitaire. Et dans ce contexte, la formation initiale comme la formation continue constituent les leviers essentiels pour la disponibilité de ces femmes et de ces hommes pour aider à avoir des équipes multisectorielles et pluridisciplinaires. Cette session qui s'annonce passionnante ne manquera certainement pas
de nous donner des orientations majeures et des recommandations fortes pour une bonne réforme de la formation. Et nous aurons la chance d'avoir des compétences pour animer cette session. Nous aurons d'abord le docteur Serigne Modou Babou du Sénégal. Ensuite, le docteur Joseph Ila du Burkina Faso. Nous entendrons ensuite Madame le ministre Agnès Binagou-Wao. Et enfin, Monsieur le professeur Serigne Magueye Gueye, directeur général du campus franco-sénégalais. Nous avons 1h30. Nous allons demander au public, bien sûr, d'intervenir à la fin de ces présentations. Et je suis convaincu que ces échanges seront particulièrement riches. Et je voudrais donc donner tout de suite la parole au docteur Serigne Modou Baba du Sénégal. Docteur Babou, vous avez la parole. Bonjour, c'est Dr Serigne Modou Babou. Parlez plus fort. Bonjour, c'est Dr Serigne Modou Babou, médecin sénégalais, bon, tout nouveau docteur. Il y a 15 jours, j'étais encore étudiant. Donc, je suis ravi et très honoré d'échanger avec vous sur un thème en tout cas assez important pour nous, acteurs de santé et étudiants dans les facultés de santé, et thème que nous allons partager avec d'autres collègues et d'éminents professeurs. En effet, à cet effet, je voudrais tout d'abord remercier l'ensemble de l'équipe technique et la commission scientifique du Forum Galien Afrique qui a bien voulu nous honorer en nous impliquant dans cette session qui est assez importante pour nous, et saluer également les co-panélistes et nos éminents professeurs qui sont ici présents. Et en ces mots, vraiment, je vous témoigne toute ma reconnaissance et ma gratitude. Donc, pour venir un peu dans le thème de la réforme en santé dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale, ce que nous pouvons dire d'abord partant d'un constat qui est plus ou moins une problématique, c'est que nous savons tous qu'en réalité, les facultés de médecine recrutent les meilleurs bacheliers scientifiques. En cela, nous avons une formation théorique de qualité qui est assez efficace. Mêlée à cela, nous avons également une formation pratique dans les structures hospitalières qui est axée sur la pathologie, axée sur la maladie, et également des connaissances universitaires qui sont plus souvent réactualisées par nos éminents professeurs et nos maîtres. Et même nous remarquons également que les universités médicales, que ce soit francophones comme anglophones, sont de renommée, car nous constatons chaque année qu'il y a de nouveaux professeurs agrégés qui permettent même de rivaliser de manière positive avec ceux des pays du Nord. Notre pratique médicale également dans les structures hospitalières suit souvent un registre qui est bien calibré et bien orienté. Par ailleurs, nous constatons qu'également il y a peut-être certaines contraintes auxquelles les étudiants en santé ou bien les professionnels nouveaux sont confrontés par rapport du point de vue économique. Bon, mes amis étudiants ne vont pas me contredire. Également, du point de vue de l'ouverture et des perspectives que nous avons dans la formation, cela des fois représente des contraintes majeures auxquelles les étudiants en santé sont rencontrés. Et au vu des enjeux actuels mondiaux et également des nouveaux défis sur le plan sanitaire, la problématique même des maladies émergentes et réémergentes, l'apparition de nouvelles pandémies et autres, montre qu'en réalité, en tant qu'étudiant en santé, tout au long du cursus, on sent qu'il y a un goût d'inachevé dans notre formation. Et en cela, il est important qu'en tant que nouveau docteur ou bien étudiant, en tout cas dans le cadre de la santé, que nous puissions nous poser certaines questions légitimes, à savoir comment l'étudiant en santé ou bien le nouveau professionnel en santé peut s'impliquer dans le contexte actuel de la sécurité sanitaire mondiale, qui a une vision beaucoup plus large et holistique de la santé. Comment, par exemple, un médecin peut intervenir dans les différents paramètres de cette sécurité sanitaire mondiale.
car comme on le dit, nous savons tous que la santé est un droit global qui non seulement instruit la prestation de soins de santé appropriés, mais également est jumelé à d'autres facteurs qui sont des déterminants de la santé, à savoir l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès à l'hygiène, l'accès à la sécurité sociale, entre autres, qui sont des facteurs déterminants de la santé qui, une fois regroupés de façon essentielle, nous permettent en tout cas de parer à la survenue de nouvelles pandémies et de nouvelles épidémies. En tant qu'également étudiant en médecine, en santé et nouveaux professionnels, des fois on entend parler de nouvelles approches, de nouveaux concepts, à savoir le World Health, on parle de Global Health, tout récemment même on parle de Global Health Sustainable, la santé mondiale durable. Tous ces concepts, si on prend uniquement l'exemple du concept de One Health, qui est un concept qui regroupe non seulement la santé animale, la santé humaine et également l'écosystème, nous savons que tous ces concepts qui, une fois reliés, sont interdépendants et interconnectés. Et nous savons que ça nous permet de contrôler et de comprendre les risques sanitaires, les risques de la santé mondiale et à favoriser un écosystème qui est plus ou moins durable. Et ces mêmes risques sanitaires, nous constatons que si on implique le réchauffement climatique, le réchauffement climatique, le changement de comportement des individus, également la mondialisation, les agents pathogènes que nous connaissons vont coloniser d'autres territoires et évoluer sous nouvelles formes qui peuvent entraîner de nouvelles pandémies et de nouvelles épidémies. Donc, c'est important, en tout cas, nous, que nous puissions être imprégnés par rapport à ces nouvelles approches, parce que si on prend l'exemple de la pandémie à COVID-19, le déni de la population qu'il avait par rapport au fait de récuser à la maladie, le fait de conscientiser la population sur l'intérêt et l'impact que la vaccination a pour parer à ces éventuelles pandémies, c'était un défi énorme pour les personnels de santé. Et ça, ce n'est pas forcément des aptitudes que nous allons acquérir dans nos formations classiques, standards universitaires. Et également même le leadership que nous entendons souvent, le leadership en santé. Moi qui vous parle peut-être lors des 4 derniers forums Galien Afrique, j'ai été présent, il y avait des parties qui étaient réservées uniquement aux jeunes, les leaderships des jeunes. On a eu à débattre et à développer beaucoup de thèmes sur lesquels nous, on a pu assimiler et savoir l'impact grandissant que ces formations ont dans notre pratique quotidienne, que ce soit dans la communication en temps de crise, que ce soit dans le management d'équipe, que ce soit dans l'intelligence émotionnelle, le fait de comprendre le malade et le convaincre de sa maladie, parce qu'il est des fois difficile de faire comprendre à une personne qui a le COVID-19. Également dans la relation de notre approche communautaire, toutes ces aptitudes ont été acquises dans ces formations ou bien dans ces occasions extra-universitaires qui ne sont pas forcément dans nos curricula de formation. Donc c'est important pour nous, en tout cas, c'est une attente forte lors de cette session que nos éminents maîtres vont nous adresser, de savoir qu'en tant qu'étudiants, nous sentons qu'il y a un manque à gagner, qu'il y a un bout d'inachevé dans notre formation et que nos défis principaux, c'est vraiment de revoir nos curricula de formation, les rendre plus actuels, et on a besoin d'une certaine multidisciplinarité et avoir une approche multisectorielle de nos compétences et avoir un leadership qui est adapté aux besoins de la communauté. Et ainsi, je pense bien, nous pensons être vraiment de vrais acteurs de la santé publique ou bien de la santé mondiale. Donc, sur ces mots, c'est l'économie de notre réflexion qu'on avait à vous soumettre, et nous espérons que, Inch'Allah, lors de la session, nous aurons un développement qui sera adapté à nos attentes et tout. Nous remercions notre cher professeur Doudouba et l'ensemble des intervenants, et ça sera l'économie de notre intervention. Merci, et je vous redonne la parole, professeur Doudou. Merci beaucoup. Merci bien, Dr Babou, pour ces mots particulièrement importants. Nous avons bien noté, bien sûr, cette nécessité de s'adapter aux nouveaux concepts et aux nouvelles approches qui sont particulièrement importantes. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et nous sommes convaincus qu'à la suite de toutes les interventions, nous arriverons justement à satisfaire cette demande particulièrement importante qui doit aller dans le sens
de revoir éventuellement les curricula. Ceci étant dit, je vais maintenant donner la parole au docteur Joseph Ila du Burkina Faso. Docteur Ila, vous avez la parole. Professeur Doudoubal, le docteur Ila s'est déconnecté. Ah. Et je peux peut-être passer en attendant qu'il revienne? Oui, oui, tout à fait. On vous fera signe s'il revient. Voilà. Je vais donc passer à la vidéo de Madame le ministre et non moins recteur, Madame Agnès Binda-Wawo, pour sa présentation. Donc, la parole est à Madame Agnès Binda-Wawo. In 2015, Partners in Health took the first steps in realizing a long-sought aspiration to create a university that would advance the science of healthcare delivery, an institution that would expand the traditional paradigm of health sciences education by rethinking every aspect of a university, from the content of its curriculum to its research priorities to the location and design of its campus. The University of Global Health Equity is a new university in Rwanda focused on the delivery of care to those who need it most. We understood that a lot of what we learned in university or in medical school failed to capture the richness of clinical experience, the richness of actually delivering services. What we are doing here is so powerful that we should learn how to give the capacity to do that elsewhere. One of the biggest challenges in global health is that we often have the tools to prevent and treat disease, but we fail to deliver those tools to the people who need it the most. What UGHE is trying to do in the classroom, it's to look at lessons learned in the course of delivering services. Now those services may be surgical care or cancer care, as I said, but it could also be a vaccination program or a family planning program. You'd be amazed at how rare it is for people to actually look at what they're doing, to study it, and then again to try and use that to improve. It's the first time that at university level, the true experts are the implementers, managers of programs, community health workers that are doing the work and know what they are talking about. The classroom is really also the clinic. The classroom is also the hospital. The classroom is also home visits. The classroom is case studies. And it creates a really unique and phenomenal learning experience because students and learners are able to move from the classroom into the field and apply their skills in real-world delivery settings. UGHE is growing so quickly that it seems like milestone after milestone is coming all the time. 3 years ago, this university was still just a dream. 2 years ago, we had a plan, and last year we opened our doors. One of our top priorities for the next couple of years is building our first permanent home, our academic campus in Butaro. Butaro is a site that looks like all the districts in Rwanda, like many districts in Africa, like many rural areas in Asia. And the principle to implement leaving nobody out, the people who are the poorest always live in rural areas. Most university endeavors, they begin in cities, not in rural areas. UGHE is not meant to just be a Rwandan university, it's meant to be a global university. And that means finding people from all over the place who understand how important this focus is, focus on equity, for example. I see UGHE graduates in the future as ministers of health, as heads of high-impact organizations, as social entrepreneurs. I see graduates of UGHE making a real impact in transforming health systems and improving health equity, not just in Rwanda, but all over the world. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Je suis tellement désolée de ne pas pouvoir être avec vous physiquement.
pour cette 4e édition du Forum Gallien d'Afrique. Je tiens à souligner que c'est avec grand plaisir que je participe à cet important événement qui célèbre l'innovation pharmaceutique et nos scientifiques africains. Avec cette pandémie de la COVID-19, notre continent a plus que jamais besoin de scientifiques. Aujourd'hui, j'aimerais échanger sur les avancées de l'éducation pour la santé et les défis auxquels nous faisons face dans ce domaine. Notre continent a beaucoup de défis et parmi eux, les ressources humaines occupent une place importante. Je parlerai en ce qui concerne les ressources humaines pour la santé clinique, les soignants, et non cliniques, ceux qui fabriquent les équipements, les médicaments, les vaccins, par exemple. Et pour cela, je voudrais insister sur le fait que l'Afrique compte 24% de la morbidité mondiale, mais ne compte seulement que 3% du personnel de santé du monde. Il faut noter aussi que non seulement nous avons peu de personnel de santé, mais 40% d'entre eux sont des volontaires non professionnels, formés différemment selon les pays et parfois au sein d'un même pays, et ils n'ont pas d'éducation standardisée. Il y a aussi ce chiffre dramatique révélé par une étude faite en 2017 qui démontre que par an, le secteur santé africain perd 2 milliards de dollars dus à la fuite de cerveau. Des gens que nous éduquons avec les taxes de nos gens et qui vont travailler ailleurs, total profit pour les pays riches. Et ces personnes qualifiées qui quittent l'Afrique pour d'autres continents ne sont pas remplacées. Je partage ces chiffres non pas pour vous alarmer, mais pour que l'on se rappelle que nous devons changer nos fusils d'épaule et planifier pour éduquer plus de professionnels et développer les moyens de les retenir chez nous, si nous voulons atteindre les objectifs du développement durable et ceux de l'agenda 2063 de l'Afrique. Un changement qui peu à peu s'amorce sur le continent et que je vois se passer dans mon pays, le Rwanda. Je vais vous parler quelque peu de l'université que nous avons créée il y a 5 ans pour répondre entre autres à ces problèmes d'éducation et de rétention. C'est l'université de Global Health Equity qui prospère dans le nord du Rwanda. C'est un nom bien anglophone, mais on y parle français aussi. Notre université, ainsi que vous avez pu le voir dans la vidéo qui vous a été projetée, a plusieurs particularités. La première, en plus de sa beauté, c'est que nous sommes une université située dans un milieu rural. C'est intentionnel, car le plus souvent, les universités sont situées dans les milieux urbains. Et de ce fait, même quand ils sont originaires de milieux ruraux, une fois diplômés, après avoir passé quelques années sur les bancs d'université et avoir appris des habitudes de citadins, nos jeunes professionnels ne veulent plus retourner travailler en milieu rural et sont déterminés à rester travailler en ville. Ainsi, les milieux ruraux, où vivent plus de la moitié des habitants de notre continent, ont un accès plus difficile que leurs compatriotes aux soins de qualité par manque de professionnels de santé. C'est un handicap car de ce fait, la majorité des personnes vulnérables de notre continent ont du mal à atteindre l'accès universel aux soins. Des études nous ont montré que les jeunes éduqués dans un milieu rural, ils restent volontiers après leurs études s'ils ont l'exemple de leurs professeurs qui y vivent et y travaillent avec honneur et bonheur. La deuxième particularité est que pour lutter contre la fuite des cerveaux, nous leur donnons une formation de très haut niveau, avec des professeurs venus du monde entier, triés sur le volet, grâce à des partenariats solides, durables et équitables avec les meilleures universités d'Amérique, d'Europe, d'Asie et bien sûr d'Afrique. Et cette éducation n'est pas trop chère pour les maîtrises, pour lesquelles nos étudiants payent en fonction de leurs moyens. Mais elle est totalement gratuite pour les étudiants en médecine s'ils acceptent de signer un contrat pour travailler 9 ans dans le secteur public de leur pays, profitant pleinement de leur salaire, ne demandons pas de remboursement, c'est-à-dire qu'ils ne remboursent pas un franc,
mais simplement rembourse en soignant nos frères et sœurs qui consultent et se font soigner dans le secteur public. Nous nous assurons ainsi de transformer l'éducation de qualité que nous leur donnons en soins de santé de qualité, spécialement pour les vulnérables. Sachant que les médecins sont parmi les mieux payés dans nos pays, ce contrat a bien des avantages. Et nos étudiants en médecine signent le contrat avec le ministère de la Santé de leur pays et avec nous, UGG. La troisième particularité, c'est que nos étudiants en médecine font tous également la maîtrise dans la science de la prestation de services de santé globale. Ainsi, ils sont d'excellents cliniciens et aussi d'excellents experts en organisation du secteur santé. En fait, partout on demande aux infirmiers et aux médecins de gérer des centres de santé, des hôpitaux, des instituts, des services, etc. Et ces professionnels formés pour donner des soins, en plus que de soigner, se retrouvent à la tête de petites et moyennes entreprises, sans avoir appris comment gérer des ressources humaines, sans avoir appris comment gérer le budget d'entités qui sont parfois de plusieurs milliers de personnes. Ainsi, chacun de nos étudiants, en étant formé par la maîtrise en prestation de services en santé globale, sait comment créer, réparer ou gérer le système de santé dont il a besoin pour exercer ses talents de clinicien. Cette maîtrise est une mini-maîtrise en business et gestion, en épidémiologie aussi, pour apprendre à analyser la morbidité contextuelle de là où nos futurs professionnels de la santé travailleront. Le tout enseigné avec les principes de la science de la mise en œuvre, car si nous savons aisément apprendre le quoi faire, le quand le faire, le avec qui le faire, trop peu savent comment le faire avec la stratégie juste selon le contexte. Quatrièmement, nous resocialisons l'éducation pour la santé avec une approche des maladies basée sur les déterminants sociaux de la santé, sachant que l'environnement où l'on vit a parfois plus d'importance que le code génétique hérité de nos ancêtres, c'est devenu d'une très grande importance. Nous développons donc chez nos étudiants la pensée critique et analytique qui mettra en perspective leur travail de soignant pour qu'ils comprennent la complexité des problèmes auxquels leurs clients sont confrontés. Pour cela, nous utilisons les théories sociales d'analyse en profondeur, de la même manière qu'un professionnel de laboratoire utilise un microscope pour avoir une vision plus profonde et plus exacte et des résultats plus précis. C'est pourquoi cette approche est appelée biosociale. Cinquièmement, nous apprenons à nos étudiants l'importance de l'humilité et de la responsabilité sociale, car nous attendons d'eux qu'ils contribuent au développement inclusif de là où ils vivront et travailleront, au bénéfice des communautés qu'ils vont servir. Nous comptons sur eux pour faire un plaidoyer positif auprès de leurs leaders dans tous les secteurs pour améliorer la vie de leurs clients, surtout les plus vulnérables. Nous leur apprenons comment convaincre avec des évidences scientifiques leurs supérieurs, leurs collègues et les membres de la communauté qu'ils veulent servir pour que tous ensemble, ils se rejoignent sur le chemin du développement de notre continent. Et voilà une toute petite partie de comment l'Université de Global Health Equity au Rwanda veut contribuer à changer la face de l'éducation pour la santé sur notre continent, afin que notre continent prospère. C'est notre devoir en tant qu'éducateurs, en tant que chercheurs. Nous le devons aux futures générations africaines. Cela rendra notre continent plus autonome et nos systèmes de santé plus résilients et accompagne l'éducation de pointe pour créer des ressources humaines dont l'avant-garde scientifique de notre continent a besoin pour créer les équipements, les médicaments, les vaccins, les règlements,
les protocoles, les institutions et tout ce qui est nécessaire pour garder notre population en bonne santé. Et ce prestigieux forum nous le rappelle bien. Merci de m'avoir invité. Je vous remercie de votre attention. Je félicite tous les gagnants du prix Galien Afrique et je vous souhaite un excellent forum. Merci bien, Madame le ministre, pour cet excellent exposé. Professeur Ba, le docteur Ila nous a rejoint. Très bien, merci. Donc, c'est un excellent exposé qui nous entraîne sur une piste tout à fait nouvelle. D'abord, une université installée en milieu rural, une université où on peut se former de façon gratuite ou simplement il faudra signer un contrat. Une université où tous les aspects multisectoriels et pluridisciplinaires sont pris en compte. Une université également qui est consciente qu'il faut former encore beaucoup plus de personnel de santé et qu'il faut nécessairement éviter également la fuite des cerveaux par le peu de personnel de santé que nous formons très souvent sont perdus pour diverses raisons. Alors, c'est une belle expérience. Je pense que nous reviendrons dessus pour pouvoir partager justement cette belle expérience du Rwanda qui pourrait éventuellement faire tache d'huile. Et je vais maintenant donner la parole au docteur Joseph Ila du Burkina Faso. Docteur Ila, vous êtes sur place? OK. Bonjour à tous, bonsoir à tous, en fonction de votre géolocalisation. Je voudrais avant tout propos m'excuser pour ces quelques soucis techniques. Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre. Alors, avant tout propos, j'aimerais très humblement remercier les organisateurs de cette 4e édition d'avoir associé ma modeste personne à cette table ronde. C'est vraiment un réel plaisir et un grand honneur. Par ailleurs, je voudrais saluer et traduire tous mes respects et admiration aux copanélistes dont les profils me laissent entrevoir d'imminentes personnalités auprès de qui j'apprendrai à coup sûr. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, mesdames et messieurs, de faire une définition opérationnelle de deux expressions majeures qui forment le thème principal de cette 4e édition. Il s'agit notamment de la santé et de la sécurité sanitaire. Alors, qu'en est-il de la santé? La santé, selon l'OMS, est un état de complet bien-être physique, mental, social et qui ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou d'infirmité. Quant à la sécurité sanitaire, c'est l'ensemble des décisions, programmes, actions visant à protéger la population contre tous les dangers et les risques pour la santé considérés comme échappant au contrôle des individus et relevant donc de la responsabilité des pouvoirs publics. La sécurité sanitaire est nécessairement pluridisciplinaire et traite de la sécurité ainsi que de l'évaluation des risques concernant la santé. Alors, pour revenir au thème même proposé aujourd'hui, c'est-à-dire la réforme de la formation en santé dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale, j'aimerais ensemble que nous fassions un constat qui est un constat évident. Voilà. Aujourd'hui, la mondialisation des échanges, le changement climatique, les nouvelles technologies et l'urbanisation sont d'autant d'évolutions sociétales et environnementales qui favorisent l'émergence et la propagation rapide de nouveaux risques sanitaires ou des risques déjà documentés pour la population. Par ailleurs, le progrès médical et la complexité croissante des prises en charge peuvent s'accompagner de nouveaux risques d'événements indésirables liés aux soins et aux produits, dès lors que les pratiques ne sont pas bien encadrées.
Ainsi, bien que l'amélioration de la surveillance, le développement de la prévention et la vaccination aient permis de diminuer les risques sanitaires ou d'éradiquer certaines maladies infectieuses, de nombreux dangers existent et il faudrait qu'on en prenne conscience et par conséquent, des mesures avant-gardistes, à travers notamment des réformes de la formation en santé, méritent d'être prises pour minimiser au maximum les risques sanitaires liés au changement. Alors, mesdames et messieurs, les chers maîtres qui ont voulu bien nous associer, nous en tant que jeunes, à ce panel, j'aimerais donc essayer de formuler quelques attentes, mais aussi des contraintes et quelques défis liés à cette thématique relative à la réforme de la formation en santé. Alors, comme attente, je voudrais bien que cette réforme soit inclusive et pluridisciplinaire à l'image de la sécurité sanitaire, voilà, qui tienne bien compte de toutes les compétences d'ordre social, environnemental, politique et économique sans distinction aucune de race, de religion ou d'appartenance politique quelconque. Vu sous cet angle neutre, les réformes vont nécessairement nous permettre d'avoir des analyses assez objectives à même de solutionner les problèmes qui minent aujourd'hui notre société, parlant bien sûr de problèmes d'ordre sanitaire. Cette réforme doit également être holistique en tenant compte de toutes les entités de l'homme à l'image de la définition opérationnelle de la santé, qui est un état complet de bien-être physique, mental, social et qui ne consiste pas seulement en absence de maladie ou d'infirmité. Pour dire que ces réformes de la santé doivent non seulement prendre l'entité physique de l'être humain, mais son entité psychologique aussi, mais sociale. Aujourd'hui, en Afrique saharienne, en subsaharienne, notamment quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, tels que le Burkina Faso, qui est mon pays, le Niger, le Mali, sont en proie à ce phénomène que nous connaissons tous, qui est le terrorisme, qui a sans doute un impact sanitaire assez considérable au niveau de nos différentes sociétés. Donc, ces réformes doivent tenir compte de ces nouveaux défis d'ordre sécuritaire pour que nous puissions effectivement proposer des solutions qui soient assez transversales à même de résoudre en même temps de façon intriquée tous ces problèmes que nous avons dans nos différentes localités. Ces réformes doivent aussi conduire à l'élaboration de curricula novateurs. Mon cher ami Dr Babou l'a dit tout de suite, il faudrait que ces réformes tiennent compte aussi du contenu de formation que nous recevons aujourd'hui de nos différents maîtres que nous aimons tant, mais qui les dispensent avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour et nous apprenons avec beaucoup de plaisir. Mais force est de reconnaître qu'au fur et à mesure que la société avance, de nouveaux défis s'imposent et des curricula donc, de formation méritent d'être reformulés à même donc de réadapter le contenu de la formation aux défis de moment, aux défis d'actualité. Pour terminer en matière d'attente, ces réformes doivent mettre un accent particulier aux conditions de formation et des formés, c'est-à-dire des étudiants. Il est très important de le notifier. On a beau eu des experts en matière de formation, on a beau eu des compétences donc interplanétaires. Lorsque l'étudiant n'est pas dans les conditions, ça ne serait pas évident pour lui d'être concentré pendant les cours et d'être donc là pour participer régulièrement à tous les cours. Alors, je vais rapidement donc attirer l'attention donc à l'endroit de l'ensemble donc de nos maîtres qui nous écoutent. C'est vraiment un cri de cœur en faveur de tous les étudiants africains pour que l'on revoie davantage les conditions de formation de ces étudiants qui représentent la relève pour toute l'Afrique. Alors, quelles sont donc les contraintes qui peuvent être liées à ces réformes? Voilà, les contraintes, à mon humble avis, sont donc de trois ordres, d'ordre financier et économique. Voilà, on a beau eu la volonté, l'argent demeure le nerf de guerre, dit-on. Et donc, une contrainte non négligeable dans cette réforme. Donc, il faudrait vraiment que nos partenaires financiers et techniques
puisse accompagner et qui puisse surtout permettre que ces réformes puissent aboutir sans que l'on ait des soucis d'ordre économique et financier. Il y a aussi des contraintes d'ordre éthique et déontologique qu'il ne faudrait pas omettre, surtout en Afrique ici. Voilà. Et donc, pour cela, je suggérerais vraiment que l'on puisse donc déjà associer tous nos garants de nos us et coutumes en société africaine pour que ces réformes ne laissent pas en partie certaines visions donc, de nos aïeux africains. Voilà. Donc, ça pourrait être une contrainte, mais une fois bien anticipée, ça permettra donc de résorber un peu cette contrainte. Il y a aussi des contraintes d'ordre juridique que j'aimerais vraiment évoquer. Voilà. Ces réformes, quoique parfois indispensables, doivent cadrer avec la législation en vigueur des États, qui parfois risque d'être un obstacle au processus. Alors, je terminerai donc par les défis. Bon, les défis pour moi seraient surtout de travailler à équilibrer les écarts entre attentes et contraintes, en adoptant une attitude résiliente à tous les niveaux afin de pouvoir réaliser parfaitement ce projet de réforme. Et je pense que pour pouvoir relever ces défis, il faudrait surtout encourager et multiplier ce genre de cadre qui est le Forum Galien, qui réunit des experts en matière de santé, qui réunit des compétences assez polyvalentes et qui permet aux jeunes qui ont l'opportunité de participer de repartir avec une vision assez élargie donc, du monde et avec des compétences qu'ils vont apprendre au fur et à mesure. Donc, en un mot, la résilience mérite quand même un certain nombre donc, de prérequis et qui ne peuvent s'acquérir que lors de ces forums de ce genre. Et j'aimerais une fois de plus féliciter les organisateurs tout en les motivant à davantage permettre au grand maximum d'étudiants africains, surtout dans le domaine de la santé, que ce soit médecine ou bien pharmacie, de participer pour pouvoir non seulement les éveiller davantage en matière donc, de prise de décision, mais dans leur projection future qu'ils puissent avoir une vue assez large des choses. Voilà. Et surtout, comme c'est eux qui représentent donc l'avenir de l'Afrique, qu'ils puissent être bien investis donc, de tous les domaines qui seront donc présentés lors de ces différents forums. Alors, vraiment, merci beaucoup. Voici de façon succincte ma modeste contribution relative à la thématique sur la réforme de la santé en rapport avec la sécurité sanitaire mondiale. Encore merci une fois de plus d'avoir associé ma personne, Ila Joseph. À travers ma modeste personne, c'est le Burkina Faso qui est représenté. Vive le Forum Galien, vive la promotion de la sécurité sanitaire et vive l'Afrique. Je vous remercie. Merci bien, Dr. Ila, pour cette brillante intervention et je peux vous dire que nous avons bien retenu vos attentes. Des attentes pour une réforme qui sera bien sûr pluridisciplinaire, holistique et qui demande bien sûr nécessairement de retoucher régulièrement les curricula pour s'adapter à l'environnement. Et nous Merci avons beaucoup, également, professeur. bien sûr, voilà. Nous avons également noté, bien sûr, certaines contraintes et les défis que nous souhaiterions relever ensemble. Et je suis sûr que lors de ces échanges que nous aurons tout à l'heure, déjà, vous pourrez avoir un certain nombre de recommandations qui seront portées, bien sûr, à l'attente des décideurs. En tout cas, merci pour cette intervention. Et nous allons tout de suite passer la parole au prochain orateur. Il s'agit du professeur Magaye Gueye, qui est le directeur général du campus franco-sénégalais. Professeur Magaye Gueye, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président et chers maîtres. C'est avec un plaisir énorme que nous vous retrouvons, vous qui avez été de ceux qui nous ont encadrés, formés, guidés, orientés à la faculté de médecine.
Je pense reprendre cette conférence. Je ne sais pas si mon écran est vu. Est-ce que l'écran est vu? Moi, je le vois en tout cas. Très bien. Donc, Oui. reprendre cette oh. Je pense de reprendre cette conférence d'une autre façon, conférence que vous m'avez donné le privilège de présenter à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal lors de sa session virtuelle du 24 septembre. Et je vous remercie encore vous en tant que président de l'Académie. Et nous allons maintenant essayer d'avoir une approche beaucoup plus régionale, pas seulement une approche sénégalaise, et l'approche régionale en ce sens que la situation des services de santé dans les pays francophones est presque similaire. La seule différence, c'est peut-être parfois la disponibilité en nombre et en qualité des ressources humaines en santé. Point très important parce que tout à l'heure développé par Madame la ministre Agnès du Rwanda, pays que j'ai le privilège d'avoir connu depuis longtemps en ayant été chirurgien pendant le génocide pendant au moins 8 mois, et pays où j'ai été très très souvent, où j'ai été il n'y a pas longtemps, il y a 4 semaines, et je connais à peu près la distribution des services et ce modèle de l'université de Butaro, qui est au nord du Rwanda, cette université rurale dont on a parlé, et qui, pour nous, constitue un modèle et que nous pourrions peut-être voir comment l'adapter dans beaucoup de nos pays en Afrique, aussi bien anglophone que francophone. Je parlerai rapidement des facteurs influençant les disparités sanitaires de la naissance jusqu'à la mort pour nous rendre compte, et d'ailleurs je pense que les pandémies nous l'ont montré dans la pandémie à coronavirus, que les comportements sanitaires jouent un rôle très très important. En réalité, la disponibilité des services de santé, particulièrement des soins médicaux, ne compte environ que pour 10%. Beaucoup moins que les facteurs génétiques qui sont ces facteurs qui nous conditionnent. Mais quand on prend globalement les facteurs, les plus importants, c'est ce qu'on appelle communément les déterminants sociaux de la santé. Les déterminants sociaux de la santé qui, pris en compte, permettent de bien améliorer la qualité de vie des populations, mais aussi améliorer l'espérance de vie. En rappelant que le Sénégal, bien qu'étant un pays pas très avancé au plan économique, aujourd'hui occupe la 10e place en termes d'espérance de vie en Afrique, et premier dans tous les pays d'Afrique au sud du Sahara continental, à l'exception peut-être, il est bien connu parce que l'île du Cap-Vert est 9e, l'île du Cap-Vert, et nous avons atteint 60 ans depuis 2006. Donc les politiques de santé qui ont été mises en place au début des années 2000 ont porté leurs fruits, au point qu'aujourd'hui, l'espérance de vie chez les femmes est autour de 69 et tirant vers 70 ans, et l'espérance de vie chez les hommes est de 65 ans tirant vers 70 ans, et nous tirons à moins à 68 ans, ce qu'aucun pays d'Afrique du Centre, de l'Ouest et de l'Est n'a, et même de l'Afrique australe. Donc il faudrait que nous tenions compte dans nos formations de ces pics, et je pense que c'est tout le sens du modèle qui a été présenté tout à l'heure, du modèle rwandais de Universal Global Health and Equity. Mais on ne serait pas surpris de voir ça quand on sait que derrière ce projet, on a le fameux professeur Paul Farmer, University of Harvard, et je pense qu'il a pendant longtemps invité à repenser la formation en santé communautaire. Et je pense, comme je le dis souvent à un de mes aînés qui peut-être est dans cet appel, le professeur Issa Diallo, ce qu'on appelle la santé publique ou la santé communautaire will be the meeting point. Ça va être le point de rencontre de toutes les santé. Et je pense qu'il faut qu'on repense la santé dans cette approche communautaire. Quand on regarde la carte corrélée, la carte mondiale corrélée à la population, le fardeau de la maladie, la densité des écoles de médecine et des ressources humaines, on se rend compte que l'Afrique est peut-être l'un des pays qui a le plus de problèmes de santé, mais très peu de structures ou d'écoles de formation en santé. Et malheureusement, les ressources humaines en santé sont aussi très infimes, pour ne pas dire minimes. Nous devrions donc repenser un tout petit peu la prévention avec un bon ancrage communautaire qui nous permettra de réduire le burden, pour ne pas dire la charge, de ces maladies qui sont des maladies souvent liées à l'eau, les maladies transmissibles, ce qui va diminuer donc le problème de santé en Afrique. Deuxièmement, repenser la formation en ayant des structures de santé adaptées, mais surtout qui tiennent compte des besoins des populations. Et enfin, tout faire pour augmenter les ressources humaines en santé à tous les niveaux, pas seulement des médecins et des professeurs,
mais aussi avoir des infirmiers, des agents de santé communautaire de base, donc redéfinir une nouvelle structure de médecine pour l'Afrique. Je vais donner un peu la situation du Sénégal qui, à mon avis, peut être réplicable dans presque tous les pays d'Afrique. J'ai eu le privilège d'avoir travaillé, pour ne pas dire opéré, dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre et de l'Est. Donc, je sais qu'à peu près c'est la même chose. Et le Sénégal, d'ailleurs, étant plus nanti que la plupart des pays qui nous entourent. Donc, cette analyse situationnelle au Sénégal sert de modèle de réflexion pour le reste de l'Afrique. C'est rappelé que l'école de médecine Jules Carle a été ouverte au Sénégal, ouverte du moins en 1917. Donc, nous enseignons la médecine en Afrique francophone depuis 1917, mais continentale. Il ne faut pas oublier que l'hôpital Agéra de Tananarive à Madagascar a commencé en 1896, donc bien avant le Sénégal. C'est en 1951 qu'a été créé l'Institut des docteurs de Dakar. Je suis même très prétentieux de faire ce rappel devant le professeur Doudouba, mais il me permettra simplement de dire pour lui faire comprendre que l'enseignement qu'il nous a donné, dispensé, avait été bien retenu. Et même que Madame le ministre d'État Awa Marie Coll Seck, qui nous a enseigné, qui nous a formés, et je pense qu'ils doivent être peut-être un peu contents, tous les deux, que les élèves continuent à perpétuer ces notes d'histoire pour la génération actuelle et future. C'est en 1957, donc, l'Université de Dakar, dans sa forme actuelle, a été créée pour offrir le cycle complet de médecine et de pharmacie, étant donné les 51-57, on faisait le PCB pour en aller en France. C'est en 1958, il y a 63 ans, que le concours d'internat a commencé. Et le concours d'internat est aujourd'hui à son deuxième jour, ayant commencé hier en 2021, selon les mêmes modalités qu'en 1957. Donc, éléments de réflexion sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure. Et c'est en 2003 qu'on a commencé à créer l'école de médecine privée et depuis 2008, nous avons successivement les écoles de médecine publique de Thiès, de Saint-Louis, de Ziguinchor et de Bambey. Pour parler rapidement des facteurs qui peuvent influencer négativement le système de santé et compromettre sa contribution au développement économique et social. Parce que, quelle que soit la formation que nous devons proposer, elle doit s'aligner sur les besoins identifiés de développement économique et social. Je ne parlerai pas du modèle actuel, parce qu'on a vu le modèle de l'University of Global Equity and Health and Equity du Rwanda, mais nous avons aussi un modèle nouveau, qui est le campus franco-sénégalais, dont j'ai le privilège d'être le directeur général, qui aussi veut créer une nouvelle ligne de formation, être une structure publique, mais qui forme différemment. D'autres occasions nous permettront d'y revenir. Donc, le déséquilibre dans la répartition du personnel est très important. Le déficit dans certaines spécialités. Pourquoi? Parce que certaines spécialités sont beaucoup plus attractives, pour ne pas dire attrayantes que d'autres, ce qui fait que si on laisse seulement les étudiants choisir et qu'on laisse les structures de médecine décider de l'ouverture des formations, malheureusement, nous ne pourrons pas remplir tous ces besoins non satisfaits en matière de ressources humaines. Et je pense qu'il est important de revenir un peu dans cette planification sur la nécessité de mettre en adéquation les offres de formation et les besoins et les offres de formation et les besoins de santé des populations. Dans la situation des pays africains francophones, je dis bien francophones, parce que je connais ce qui se passe chez les anglophones, ayant été récemment le président du Conseil régional pour la formation des professionnels de l'OAS, les pays francophones en général ont un gros problème. La formation spécialisée en santé est du ressort du ministère de l'Enseignement supérieur, alors que dans les pays anglophones de la sous-région du CEDEAO, la formation spécialisée est du ressort du ministère de la Santé. Normalement, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui doit gérer tout ce qui est formation jusqu'au diplôme de doctorat. Maintenant, après le doctorat, c'est une formation professionnelle et c'est le ministère en charge de l'utilisation de ces personnes qui devaient être en première ligne, soutenues de façon technique par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est l'esprit qui avait prévalu lors de la mise en place de l'internat en 1958. Le concours d'internat est un concours du ministère de la Santé. Le professeur Doudouba, qui a été pendant longtemps le DRPF du ministère, le sait bien. Et l'université apporte maintenant un appui technique au ministère. Et je pense que c'est cette réflexion qu'il faut mener. Sinon, le ministère de la Santé, en tant qu'entité utilisatrice, n'aura jamais de contrôle sur les médecins que nous formons en spécialité, sur le nombre et sur la qualité.
Je vais avancer un tout petit peu pour montrer un tout petit peu les efforts qu'on a fait au niveau du Sénégal. Pour dire qu'au Sénégal, nous avons quand même aujourd'hui 5 universités ou 5 écoles de formation publiques en santé et 5 écoles de formation privées. On verra tout à l'heure si c'est bon ou c'est pas bon. Et rien qu'à Dakar, nous avons 6 écoles de formation, dont 5 privées, pour une superficie quand même de 0. Dakar ne représente que 0,3% de la superficie du Sénégal. Et 0,3% de la superficie d'un pays abritant 6 écoles de formation, avec quand même 4 ou 5 hôpitaux classiques de formation, c'est un problème sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Et après, nous avons les points rouges que vous voyez, Saint-Louis, Thiès, Bambey et Ziguinchor en bas, qui sont aussi des structures des GFA de santé publique. Je vais aller assez vite pour montrer une carte qui réellement, une carte qui va montrer ce qu'on appelle le désert médical. Si on regarde aujourd'hui la distribution des populations de toutes les régions du Sénégal, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des déserts importants au niveau du pays, et ces déserts se retrouvent dans tous les pays d'Afrique francophone. D'ailleurs, le Sénégal est le pays le plus petit parce qu'on a des spécialistes dans beaucoup de régions qui n'ont même pas d'université. Et c'est l'important d'aligner la formation, je le disais tout à l'heure, aux besoins socio-économiques, mais aussi d'avoir des institutions de formation responsables donc, devant la communauté. Mais ces institutions doivent se soumettre quand même aux règles de la régulation. Parce que aujourd'hui, nous avons des institutions de formation en santé ou même dans d'autres domaines et qui malheureusement ne sont pas du tout régulées. Chaque institution est en autonomie de faire ce que bon lui semble, si je peux m'exprimer comme ça. Voilà. Et donc, quand on regarde un peu les pays qui nous entourent, qu'est-ce qui s'y passe? Par exemple, dans les pays francophones d'Afrique, on voit que pour le Bénin, pour 13 millions d'habitants, donc un peu moins que le Sénégal, il n'y a que 2 écoles de médecine publique. D'ailleurs, récemment, le président Talon a fait fermer l'école de Porto-Novo, qui était une école qui était ouverte dans les flancs de Cotonou, à quelques encablures de Cotonou, et qui n'avait répondu à aucun besoin de décentralisation. On regarde le Burkina, la Mauritanie, pour l'ensemble des pays, nous avons des écoles de formation, très bonnes écoles de formation privées. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir le privé, mais il faut le réguler. Et malheureusement, aucun de ces pays n'a une instance de régulation comme le Sénégal. Par contre, quand on regarde les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, ce sont des pays qui ont des instances de régulation. Et la Gambie, qui est à côté de nous, qui est dans nous, est en train de mettre en place son instance de régulation. Vous voyez, le Ghana, presque 31 millions d'habitants, 5 écoles de médecine, dont 2 écoles privées, et non, 7 écoles de médecine, mais bien réparties entre Tamale, Koumassi, Accra et autres, qui sont de grandes villes. Tout à l'heure, le professeur Agnès l'a dit, le recteur de l'Université Global Equity, les missions des écoles de formation en santé doivent être respectées. Il faut former des ressources humaines capables de dispenser des soins à un coût adapté aux ressources de chaque pays. Et ça, c'est important. Et pour cela, il faut une bonne planification aussi bien de la formation que de l'évaluation. Ce qui nous ramène au rôle social des écoles de médecine qui était très bien défini par Charles Bollen de l'OMS il y a quelques années. Il faudrait que nous puissions assurer dans nos formations que les gens à qui nous donnons des diplômes sont responsables, mais que nous assurons la qualité, pour ne pas dire l'assurance et la garantie qu'ils ne sont pas dangereux pour la société. Et ça aussi, c'est important de le faire. Et pour cela, je reviens à des concepts qui nous étaient enseignés par nos maîtres il y a longtemps, qu'il faudrait différencier l'enseignement et la formation. Toutes les écoles de formation en santé doivent être des écoles de formation professionnelle. On ne devrait même pas avoir d'UFR. Si vous allez dans les pays anglophones, ce sont les schools of medicine. Ce n'est pas des facultés. Dans les facultés, il n'y a pas d'obligation de résultat. Dans les écoles de formation professionnelle, il y a une obligation de résultat, donc de garantie de compétences par l'institution. Je vais aller très vite pour ne pas revenir sur certains aspects de la formation privée, pour dire que tout se joue au niveau de la pratique. Tout à l'heure, quand on a écouté regard de la vidéo de Universal Global Health and Equity, on s'est rendu compte que la formation se fait directement en imprégnant les étudiants au milieu sur le terrain clinique. C'est ce qu'il faut faire.
D'ailleurs, un très grand penseur ou chercheur en sciences d'éducation dans le domaine de la médecine avait dit ceci: don't leave teaching to teaching hospitals. On ne devrait pas laisser la formation en santé aux hôpitaux de formation, pour ne pas dire ce qu'on appelle communément le CHU. Je suis un produit du CHU, où je suis encore, mais je suis sûr que le CHU seul ne devrait pas assurer la formation. On ne forme pas des étudiants en médecine pour devenir des spécialistes, encore moins des professeurs. On les forme pour toutefois des professionnels utiles aux populations. Et c'est le modèle qui a été fait par nos collègues de pédiatrie à l'époque où on allait s'imprégner en pédiatrie sociale, aussi bien à Guédiawaye, Pikine, qu'on le faisait à Humboldt. Ce modèle doit être remis en place, mais pas seulement pour la pédiatrie, pour la médecine, la chirurgie, les sciences de chirurgie et les autres secteurs de la médecine. Je me permets de ramener un petit article que j'avais publié, qui était assez provocateur d'ailleurs en 2000, sur les stages hospitaliers. Quand je l'ai présenté au journée de pédagogie du Burkina Faso, c'était à Ouagadougou en 2001, devant tous les doyens, à l'époque, nos fameux patrons, les grands patrons, professeur René Ndoye, il y avait les professeur Beda, il y avait Boisé, tout le monde. Et certains avaient dit, dont le professeur Nguembi Mina du Gabon, nous avons comme l'impression que vous êtes venus dans nos facultés, à notre insu, que vous avez fait une enquête et vous êtes venus traduire l'enquête. Parce que ce qui se dit dans cet article et appliqué strictement à Dakar était valable dans toutes les autres facultés francophones et je pense est encore plus valable parce que les choses se sont tellement dégradées qu'il va falloir revoir la formation, les stages hospitaliers dans les hôpitaux. Et ce travail, je peux envoyer à qui le veut, donc le tiré à part, on a essayé de voir un peu est-ce qu'on avait bien défini le risque de stage, mais surtout quelles étaient les acquisitions en termes de compétences de ces étudiants. Et je donne juste quelques exemples. Par exemple, quand on a des gestes de drainage, on voit que, à la limite, les fonctions, les étudiants ne les maîtrisaient pas. Quand on s'est en obstétrique, où il y avait un cahier à l'époque, on avait le plus d'acquisitions, mais c'était des acquisitions réelles ou bien c'était des acquisitions sur le carnet de stage. Et on peut le faire dans tous les autres domaines en prenant juste des gestes de pratique courante que tout médecin de médecine omnipraticienne doit savoir faire. Aujourd'hui, on a un médecin à Kédougou. Est-ce qu'il sait tamponner un nez qui saigne? Est-ce qu'il sait mettre un plâtre? Est-ce qu'il peut soutenir une petite dénudation veineuse chez quelqu'un de déshydraté, même de nouveau-né, ce qu'on faisait à l'époque à FAN? Je me souviens très bien quand on était en stage au mois des infectieuses et c'était sous la supervision de madame, le professeur Eva Marie-Cole, je pense qu'il nous suit. Nous savions faire des trachéotomies, on faisait des ponctions, on faisait des dénudations aux infectieuses en 4e année parce que c'était la salle des tétaniques. Est-ce qu'aujourd'hui, nos étudiants savent le faire et parfois, est-ce que nos médecins, les médecins omnipraticiens savent le faire? Parce que chacun passe d'emblée à envoyer quelqu'un le référer au niveau des spécialistes. Et quand on prend d'autres gestes, la circoncision. Mais est-ce que les gens savent le faire? C'est un geste, le geste le plus pratiqué en chirurgie dans le monde. Est-ce qu'on doit transférer quelqu'un de Darohan pour venir se faire circoncire? Tout médecin formé dans une faculté de médecine doit savoir faire une circoncision, parce que moi, ce sont des médecins de médecine générale de l'armée qui m'ont enseigné les circoncisions. L'accouchement n'est pas une maladie, la grossesse n'est pas une maladie. L'accouchement est un geste banal, normal. Je me souviens quand j'étais à l'époque au Rwanda, tous les médecins que je connaissais là-bas savaient faire une césarienne. La césarienne n'est pas un geste de spécialité, c'est un geste de pratique médicale courante et tout médecin doit savoir faire une césarienne. On vous envoie à Salemata au Bandefassi, on a un bloc opératoire avec une maternité, la sage-femme vous appelle à 2 h du matin, vous devez faire la césarienne correctement. Au lieu de chercher une ambulance pour essayer de l'envoyer à Kédougou, où le gynéco est absent, on va à Tamba, le bloc ne marche pas, on essaie de l'envoyer à Kaolak, il meurt en allant à Koussanar, ce n'est pas normal, il faudrait que ça soit un geste mis dans la formation de tous les jours. Maintenant, pour le contrôle de l'apprentissage, c'est là où je disais tout à l'heure, don't leave teaching to teaching hospitals. Teaching hospitals, c'est là où les CHU. On voit ici que les professeurs que nous sommes, on ne contribue même pas pour 2% de l'encadrement des étudiants à l'hôpital. Une fois par semaine, présentation de malades, mais dans la vie de tous les jours, ce sont les internes et les DS, plus les médecins juniors qui le font. Donc, si nous avons des hôpitaux où il y a un bon nombre de malades, je pense que les médecins que nous avons formés peuvent contribuer à la formation de futurs médecins. Parce que si
les futurs médecins que nous formons savent faire, c'est que les médecins qui sont diplômés savent faire, ils ne seront plus des étudiants, mais ils seront des médecins. Donc, il faut repenser cette approche et aller à l'envers, not from top to bottom, but from bottom top. Et je pense que c'est ce qui se voit aujourd'hui au Rwanda dans ce modèle. On voit bien donc que les stages hospitaliers sont plus théoriques que pratiques. Il est important de revoir tout cela, de revoir tout ça. Il y a une recommandation, je n'ai pas besoin de faire de recommandations. Chacun lira ce qu'il voudra et en tirera ce qu'il voudra, mais c'est surtout de revoir aussi l'environnement d'apprentissage et la rémunération pour les étudiants. Je pense que si on réduit le nombre d'étudiants et que dans les hôpitaux pourraient contribuer à payer quand même un temps de token pour ceux qui contribuent à l'hôpital. Mais surtout, planifier l'évaluation des stages, ce qui ne se fait pas correctement, ça se fait seulement avec la feuille de présence, ce qui n'est pas une très bonne chose. Pour cela, je pense qu'il faut que nous revoyions un tout petit peu la formation dans tous les domaines. D'abord, pour les sciences infirmières et obstétricales, il faudrait, à mon avis, revoir le système LMD, leur permettre d'arriver à un niveau de doctorat en sciences infirmières pour pouvoir former les bons infirmiers. Il faudrait aussi, dans nos plans, dans ce qu'on fait, qu'on tienne en compte les infirmiers, en faisant ce qu'on appelle les plans nationaux de chirurgie et d'anesthésie et d'obstétrique, mais il faut y mettre aussi de nursing, parce qu'on fait des plans où on met la chirurgie, on met l'anesthésie, l'obstétrique, on oublie le nursing, et le nursing est fondamental. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait faire des délégations de compétences pour les infirmiers. Moi, j'ai vu les infirmiers au Rwanda, je les ai vus en Tanzanie, je les ai vus en RDC, je les ai vus au Mozambique. Je vais opérer avec eux, et ce sont des techniciens de santé qui sont des infirmiers, mais qui parviennent à faire des gestes pour sauver les populations. Là où il n'y a pas de chirurgien, il faudrait que tout le monde puisse contribuer, mais il faut qu'on les forme dans le cadre de la compétence. Il faudrait aussi revoir ces provocateurs peut-être. Nous avons été formés, nous, en 7 ans. Au moment où dans toutes les facultés de la région, il y avait les écoles de l'EMS du temps de M. Monekoso, ils formaient en 6 ans. Puis brutalement, on a suivi une tendance française, on a amené tout le monde à 8 ans. Et la question que chacun devrait se poser, là où il est aujourd'hui, est-ce que les médecins formés en 8 ans sont meilleurs que les médecins formés en 7 ans? Est-ce que nous qui étions formés en 7 ans, on était meilleurs que nos collègues qui étaient formés en 6 ans? Et moi, je dis non. Maintenant, si c'est non, pourquoi maintenir des études à 8 ans, les allonger pour sortir un produit de moindre qualité que le produit qui a été formé en 7 ans? Donc, il faudrait, l'étudiant du Burkina l'a dit tout à l'heure, il faut revoir les curricula. Et dans les curricula, il faut faire que la 7e, 8e année soit une année de paquet complémentaire d'activité, où de façon structurée, nous enseignons à nos étudiants ce qui est chirurgie essentielle, des gestes d'anesthésie, de SONU, de médecine d'urgence, d'administration, ce qui se fait au Rwanda, et de communication. Et c'est comme ça qu'on peut être efficient, sinon on continue à allonger les études pour rien du tout. Pour la formation spécialisée, dans certains pays, et je peux dire le Sénégal, la Côte d'Ivoire sont les têtes de file, nous avons 2 systèmes qui évoluent en même temps, le DS et l'internat. Ce n'est plus possible. L'internat a été créé en 1958 et en 2021, on fait le concours de la même façon au moment où je vous parle. Entre-temps, on a créé des DS, on les voulait former dans les mêmes conditions. Il y a des frustrations et le ministère de la Santé a un contrôle sur le nombre de postes d'internat et n'a aucun contrôle sur le nombre de postes de DS. Il faut donc absolument changer tout ça. Internat plus DS égale résident. La France avait l'internat des hôpitaux depuis le siècle dernier. Non, l'avance même depuis le 19e siècle. Ensuite, vers les années 80, ils ont supprimé les DS pour créer un DIS pour les Africains. Aujourd'hui, il y a le même internat pour tout le monde. Avant, les Africains allaient faire le CS et les Français faisaient le DS et le CS. Aujourd'hui, il n'y a plus de formation. Il n'y a pas de formation dans les pays anglophones de la CEDEAO. Il n'y en a nulle part ailleurs au Sénégal et peut-être en Côte d'Ivoire. Et le moment est venu de merge, en fait, de fusionner les deux et de créer un résident. Et je pense que ça, c'est très important, surtout si on va arriver à faire ce qu'on appelle un bon maillage université, hôpital et territoire. D'où la nécessité, c'est le dernier point de mon propos de ce matin, d'avoir un conseil des institutions nationales de régulation de la formation en santé dans les pays francophones. C'est une forte recommandation de l'OAS. Nous avons fait une réunion à Ouaga l'année dernière, j'étais le président du conseil régional, et tous les pays anglophones ont des instances de régulation. Vous ne pouvez pas créer un DS dans quelques spécialités au Nigeria si ça ne passe pas à la NUC
la National University Commission. Vous ne pouvez pas faire de formation au Ghana si ça passe par la National Commission. Ici, on a laissé aux écoles la liberté de créer leur formation et de le mener comme ils veulent. Ce conseil, donc, va contribuer à la régulation, à la normalisation, à l'accréditation et à l'évaluation. Nous ne pouvons pas aujourd'hui faire un entrée en sixième, le concours, le CFE, le baccalauréat, le brevet. Tout ça s'est fait dans un concours national. Ensuite, au niveau plus élevé, tous les enseignants que nous sommes, on va au CANES et nous sommes jugés par aujourd'hui par des membres que nous ne connaissons même pas. Et maintenant, pour la spécialité qui est une partie très importante, parce qu'on donne des diplômes de compétences à des gens, on dit que chaque chef de service peut créer sa formation et puis évaluer dans son bureau. Il faudrait qu'on arrête cela. Il faudrait que tous les DS soient régulés et que le concours soit national, que tu sois formé dans les pays, dans les villes de l'intérieur, comme que ça soit à Boaké ou Ziguinchor, ou bien que ça soit à Dédougou, ou bien à Zignaré, ou bien que tu sois à Dakar. Il faut qu'une instance soit mise en place pour assurer la qualité et la régularité des enseignements et organiser la certification dans un jury national avec des observateurs internationaux, comme on le fait dans le cadre des West African Colleges au niveau des pays anglophones et dans les collèges nationaux, comme la National Postgraduate Medical College of Nigeria ou bien le Ghana College of Physicians Surgeons au niveau du Ghana. Il faut arrêter cela et c'est ça qui va garantir la qualité de la formation, la sécurité des populations et surtout assurer la mobilité des personnels d'enseignement supérieur en santé. Voilà donc quelques éléments que je voulais donner. Je n'ai pas m'arrêter sur ces aspects d'ordre généraliste et ça sont les éléments indispensables pour avoir des centres régionaux de renforcement de capacité, créer un modèle pour pouvoir avoir des unités cliniques. On ne peut pas créer une fac de médecine quelque part où il n'y a pas de structure de formation. Ce n'est pas possible. De laboratoire de simulation, de santé digitale, d'unité de recherche clinique. Ce sont des éléments qui doivent faire partie du cahier des charges avant qu'on nous donne à qui que ce soit l'autorisation de créer une nation de santé en général, une école de médecine en particulier. Je vous remercie de m'avoir permis de présenter cette conférence et je veux renouveler avant de terminer mes hommages à Madame le ministre d'État Eva-Marie Coll Seck, qui est vraiment à l'origine de tout cela, et encore présenter mes admirations, mes remerciements au professeur Doudouba. Il sait combien il a contribué à notre carrière et à notre formation, et à tous ceux qui nous ont écoutés, et surtout à mes collègues du campus franco-sénégalais, qui, je le pense, sont en train de nous écouter dans le cadre de ce forum Galien. Merci beaucoup. Merci bien, professeur Magueye, pour cette brillante présentation. Vous avez essayé justement de relever pratiquement toutes les incohérences qui aujourd'hui encore plombent une formation de qualité. Et vous avez noté surtout qu'il faut relever les compétences. Mais les compétences des médecins se sont étendues au-delà de l'aspect technique. Il y a maintenant des aspects de gestionnaire, de management et tout un ensemble qui tourne autour justement du médecin. Mais je voudrais également encore dire qu'il est important que la formation s'appuie sur le besoin de ceux qui utilisent le produit. En l'occurrence, très souvent, le ministère de la Santé publique. C'est le ministère de la Santé publique qui devrait pouvoir exprimer ses besoins. Et le ministère de l'Enseignement supérieur se chargerait justement de satisfaire des besoins en mettant en place des curricula capables de pouvoir répondre à ces besoins. La deuxième chose également, c'est l'esprit d'équipe qui doit exister. Le médecin ne peut pas tout faire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait que nous puissions déléguer certaines tâches. Il y a toute une structure, toute une pyramide de professionnels. Et à un certain moment donné, l'Organisation mondiale de la santé avait pensé former, ouvrir des centres qu'on appelait des centres de développement sanitaire. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que l'école nationale de développement sanitaire a été ouverte. Mais au départ, c'était pour former des équipes qu'on forme sur les mêmes sites
des équipes de santé, médecins, sages-femmes, infirmiers d'État, techniciens, etc., etc. Je pense que cela est important. Il faut que nous puissions travailler dans la complémentarité des compétences. Le médecin ne pourra pas tout faire, mais il sera appuyé. Et je pense que des observations que vous avez faites, également des propositions que vous avez faites, pourront être discutées et aller dans le sens vraiment d'aller vers une réforme qui réponde effectivement aux aspirations de nos populations, parce que la population ne demande que ça, c'est de pouvoir voir ses besoins satisfaits. Alors, j'ai vu que nous n'avons plus une dizaine de minutes, hein, une vingtaine de minutes quand même, non, une dizaine de minutes, parce qu'il est 13h20. Mais il y a des questions-réponses. Alors, je vais demander donc à la technique, est-ce que nous pouvons justement Président, je voudrais, si possible, dire un mot après sur Massilia. Président, est-ce qu'on peut dire un mot? Une coupure. Vous avez la parole, Monsieur Sylla. Ah, merci. Merci. Merci, Président. C'est pour moi un grand plaisir d'être à côté de vous pour co-présider cette session. On est vraiment très heureux d'être à côté de notre maître, mais également pour la thématique qui a été avancée dans ce forum galien. Et c'est pour nous l'occasion de renouveler toute notre admiration au président du comité scientifique, notre maître, le professeur Eva-Marie Colset. On a quelques problèmes de connexion. Allez-y. Oui, je continue alors? D'accord. Oui, allez. Alors, des interventions, en fait, ça m'inspire 2 ou 3 réflexions peut-être à partager avec les différents participants. De ce que les étudiants ont dit, je pense qu'en tant que formateur, il y a 1 ou 2 points qui sont très importants. C'est qu'il faudrait peut-être qu'on renforce dans la formation et de façon beaucoup plus forte la notion de leadership et la notion d'entrepreneuriat. Je pense que c'est 2 notions très importantes qu'il faut que l'on renforce, que ce soit beaucoup plus fort, sans compter qu'il faut aussi qu'on prenne sérieusement en compte notre 4e mission de formation en tant qu'établissement de formation en santé, qui est notre mission de responsabilité sociale. Parce que quand on regarde beaucoup de discussions, ça tourne autour de la responsabilité sociale, à savoir former des médecins qui vont répondre aux besoins des populations. Et ça amène à voir, est-ce qu'il ne faut pas qu'on redéfinisse un métaprofil du médecin en général, mais un métaprofil spécifique en fonction aussi de certains territoires, ce qui a été évoqué quand on parle de plus en plus de compétences. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et si on repose notre action autour de ce trépied, la responsabilité sociale, entre besoins de population, répondre à ces besoins, évaluer l'impact, je pense qu'à ce moment, on pourra avancer. Et qu'on revienne aux standards, je veux dire, basiques du Pentagone du partenariat, c'est-à-dire que dans tout ce que l'on fait, on considère tous les éléments de ce Pentagone, que ce soit les décideurs politiques, les gestionnaires en santé, la communauté, les professionnels de santé, les académiques. Et si on arrive à passer ce cap, je pense qu'on aura vraiment fait quelque chose de très important. À mon maître, le professeur Maguet, puisque c'est toujours vraiment très agréable de l'écouter, il a été mon directeur de thèse, donc ça fait longtemps qu'on chemine ensemble. Il a mis le doigt sur certaines problématiques. La problématique du CPU, du modèle CPU, entre la conception, la production et l'utilisation. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur conçoit, produit, et l'utilisation se fait du côté du ministère de la Santé. Je pense qu'un des problèmes majeurs, en tous les cas pour l'avoir vécu, nous qui avons fait l'expérience après avoir vécu dans la grande maison qui est l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, et ensuite nous être déportés un peu plus dans le monde rural, je pense que mes collègues doyens des régions le confirmeront.
Je pense qu'il y a un gros problème. Il faut qu'on arrive à décloisonner. Il faut qu'on décloisonne. Et décloisonner, c'est tant sur le plan administratif que pédagogique. Parce que certaines cloisons, en fait, influent après sur le développement de certaines structures. Donc, je pense que ce décloisonnement est très important. Les délocalisations des structures de formation, c'est très important. Selon quel modèle, je ne sais pas. Ça peut être des académies qui s'élargissent, c'est possible. Il faut arriver à harmoniser, c'est vrai, harmoniser sur beaucoup de points, mais sans bien sûr aussi uniformiser. Ça, c'est toujours la même réplique. Mais je pense que si on arrive à décloisonner ce qui se passe déjà entre nos deux ministères, on sera beaucoup plus efficient pour répondre à certains besoins des populations. C'était un peu les réflexions que j'avais, Monsieur le Président, afin d'apporter une petite contribution à ces différents exposés. Merci. Merci bien, professeur Sylla, pour cette contribution particulièrement importante. D'autres réactions? D'autres réactions? Monsieur le Président, je crois qu'il y a des questions sur le chat box. Voilà, c'est pourquoi j'avais demandé au secrétaire, au technicien de nous dire quelles sont ces questions, parce que j'ai vu que c'est affiché, question après 6, mais je n'ai pas vu. Il y a quelqu'un qui, Monsieur le Président, qui demande s'il peut avoir les fichiers numériques du professeur Serine Magué. Je crois que c'est Lucheoulé, oui. Ça va être à la disposition du comité scientifique du forum. Et j'ai vu une deuxième question aussi venant de M. Magasouba. C'est la même chose. À la limite, je pense que tout le monde le demande. Il y a aussi, que faut-il faire pour éviter la fuite des cerveaux? C'est une question qui a été posée par HRC. Je pense qu'il faut créer les bonnes conditions pour que la formation soit de qualité dans nos régions, mais aussi créer les bonnes conditions pour que les gens puissent pratiquer leur art en toute sérénité et dans la qualité ici. Je n'ai pas l'impression que les pays africains francophones, surtout le Sénégal, ce n'est pas un pays où les gens partent trop. Je crois que pour retenir les compétences, il faut d'abord bien les former, les mettre dans des bonnes conditions d'exercice et aussi avoir ce qu'on appelle des incentives. Il faut qu'ils travaillent dans la qualité, mais il faut aussi qu'ils soient rétribués à la hauteur de leur travail. Ils vont rester ici. Et je pense qu'il y a une question aussi. Nous sommes d'accord sur la proposition pour un examen national classant des DES. Et ça, je crois que c'est le président du SAMES du Sénégal, le médecin-chef de CEJ qui pose la question. Et ça, je pense qu'on pourra, c'est Yeri Kamara. Parce qu'on sait, comme on dit chez les anglo-saxons, it's long overdue. On ne peut pas continuer dans ce pays ou dans nos pays francophones à créer des DS et à laisser les formateurs eux-mêmes faire l'évaluation. Ce n'est pas forcément ce qui est recommandé en termes d'évaluation. Et ce que le Sénégal et nos pays francophones ont réussi à faire dans les pays du CAMES en donnant au CAMES le soin d'assurer la promotion de leurs enseignants avec des jurys internationaux, avec même des invités européens, je pense que c'est ce qu'on doit faire comme dans tous les pays anglophones. Moi, j'ai été le président du West African College of Surgeons. Des collègues du Sénégal vont siéger dans nos examens à Ibadan, à Accra, à Abuja, partout. Jusqu'en Tanzanie, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Et avec votre permission, Monsieur le Président, je voudrais saluer particulièrement le professeur Nassila, qui est un ami avec qui je chemine depuis de très longues années. Il dit que j'ai été son directeur de thèse, c'est vrai, mais j'ai beaucoup appris de lui, énormément appris de lui, et je continue encore à apprendre de lui. Et je m'honore et je me glorifie de notre amitié. Merci beaucoup. Merci bien, professeur Magué, pour avoir répondu pratiquement à toutes les interrogations que vous venez de lire. Nous sommes pratiquement au terme de notre séance, puisqu'il ne nous reste plus que 2 minutes pour pouvoir clôturer cette séance. Et je pense que ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a une nécessité absolue de réformer.
Il faut réformer parce que nous devons répondre aux besoins des populations. Et ce n'est pas souvent le cas. Soit nous n'avons pas suffisamment de personnel de santé, soit nous n'avons pas les compétences requises pour pouvoir répondre à ces besoins. Et je pense que cette séance nous a permis de relever les contraintes qui s'opposent justement à ce que nous puissions répondre à ces besoins. Les exposés qui ont été faits sont des modèles et nous pourrons nous en inspirer pour pouvoir améliorer la situation et faire en sorte que la réforme qui pourrait être entamée aussi bien sûr, dans le public que dans le privé, puisse aller dans le sens de répondre aux besoins de nos populations. Je voudrais donc véritablement vous dire combien j'ai été heureux de présider cette séance qui a été particulièrement riche, qui a été animée par de grandes compétences, d'éminents scientifiques, qui nous ont permis non seulement d'être informés, mais même d'être formés. Et cette réflexion doit continuer. Elle doit continuer. Je suis sûr que ceux qui nous ont fait des exposés vont nous faire de propositions concrètes qui allons dans le sens de pouvoir les déposer auprès des décideurs, puisque nous faisons des propositions, il appartient aux décideurs de prendre les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Je voudrais encore une fois vous remercier pour les contributions importantes que vous avez apportées, Madame le ministre Agnès, le professeur Magaye Gueye, les docteurs Babou et Ila, pour leurs contributions importantes, mais également pour tous les participants qui peut-être n'ont pas eu l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et je voudrais encore féliciter une fois de plus les organisateurs de ce forum galien, en particulier Madame le professeur Marie-Cole Sec, qui est en même temps présidente de ce comité scientifique, la féliciter, l'encourager et pour lui dire tous les respects que nous avons à sa personne. Merci encore à tous et je déclare close cette session portant sur la réforme de la santé dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Pour la 4e année consécutive, le Forum Galien Afrique se déroule en terre sénégalaise du 7 au 11 décembre 2021. Le Forum Galien Afrique offrira une plateforme d'échange exceptionnelle autour du thème « L'Afrique se mobilise pour la sécurité sanitaire mondiale ». Placé sous la présidence effective de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, le Forum Galien Afrique réunira des experts scientifiques des secteurs de la santé, de l'environnement, d'éminentes personnalités politiques et de la société civile, d'anciens récipiendaires de prix Nobel et des centaines d'étudiants en médecine. Cette 4e édition du forum, avec 3000 participants, sera organisée en format virtuel et placée sous le signe du leadership des femmes et des jeunes avec, du 7 au 10 décembre 2021, un forum des jeunes, un forum des femmes et un forum scientifique. Le samedi 11 décembre 2021 se tiendra une cérémonie en présentiel pour célébrer les 50 ans du prix Galien International et le Golden Jubilee. Au cours de cette cérémonie, pour la première fois, le prix Galien Afrique, qui consacre la recherche, l'innovation, la santé et la technologie, sera décerné. Du 7 au 11 décembre à Dakar, le Forum Galien Afrique célèbre la santé, l'innovation et la recherche en Afrique.